Bonjour, mon handicap, si on en parlait, présenté par Étienne Delaville. Bonjour. Pour cette nouvelle émission, nous avons le grand plaisir de recevoir des membres de l'association des chiens guides d'aveugles de Loire-Atlantique. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Et bonjour Yves-Lise. Bonjour. Et j'ajouterai bonjour Araya et Sydney qui ne vont pas répondre tout de suite, mais vous comprendrez dans quelques instants pourquoi ils ne répondent pas. Donc, nous avons le plaisir de recevoir l'association des chiens guides d'aveugles de Loire-Atlantique qui fédère les maîtres de chiens guides d'aveugles et qui sensibilise les pouvoirs publics. Alors peut-être plus en profondeur, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est cette association, quels sont ses buts ? Alors, l'association est une filiale en fait de l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Donc on représente, nous, la Loire-Atlantique, et on fédère des déficients visuels et des bénévoles qui sont voyants pour effectivement, en bonne partie, sensibiliser les différents acteurs et les gens, au sens le public, le tout public, à la déficience visuelle et à l'utilité du chien guide. Donc vous fédérez aussi bien des bénévoles pour être guides de chiens guides d'aveugles ou des déficients visuels. Comment ça se passe exactement, les adhérents de l'association ? Alors les adhérents de l'association, c'est les deux, des déficients visuels qui ont eu aussi connaissance du chien guide par l'association et des bénévoles qui sont alors soit famille d'accueil quand on accueille le chien avant qu'il aille à l'école, soit des bénévoles qui se proposent pour aider pour transporter les personnes lors d'une sensibilisation dans une école, dans un lycée, etc. En association fédérée, on doit être une 12 ou 15, je ne sais plus, qui sont sur la France entière répartis, mais qui ont les mêmes valeurs et les mêmes fonctionnements. Angers, où il y a l'école des chiens guides d'aveugles pour l'Ouest, vous en direz quelques mots tout à l'heure. Émilie ou Gwenaël, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est vraiment un chien guide d'aveugle ? Vas-y, Gwen, vas-y. Un chien guide d'aveugle est un chien qui a été prééduqué et éduqué pendant près de 2 ans pour, comme on dit, effectivement guider le déficient visuel au cours de sa vie quotidienne pour tous ses déplacements. Donc il a été éduqué pour répondre à une 50aine de consignes différentes donc dans le déplacement, donc tout droit, à droite, demi-tour, montée, descente. Et c'est effectivement un chien qui permet d'avoir une plus grande autonomie pour les déplacements en diminuant, c'est ce que je constate en tout cas, en diminuant une partie du stress et de la charge mentale, puisqu'on n'a plus à gérer l'appréhension des obstacles qui nous font face, puisque le chien, lui, est là pour les contourner, ou en tout cas nous prévenir s'il y a un problème. Oui, donc finalement, comment ça se passe entre le choix, plutôt la canne blanche, plutôt le chien ? C'est vous qui demandez à l'association, à une commission médicale, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut vraiment des caractéristiques précises pour avoir droit au chien, ou par rapport à la canne blanche, ou comment ça se passe concrètement ? Le choix entre le chien et la canne est un choix personnel. À titre personnel, moi, pendant plus de 20 ans, j'ai utilisé la canne blanche, bien que connaissant très très bien l'association. Hein. Et un jour, j'étais allé à l'école pour tester un autre matériel, qui était en l'occurrence une canne blanche électronique. Et on m'a dit, la canne, c'est bien, mais est-ce que tu peux pas essayer le chien ? Et c'est là que j'ai essayé, et après, effectivement, j'ai fait toute la démarche pour bénéficier d'un chien guide. Oui, parce que finalement, avec le chien, j'imagine que vous avez peut-être des rapports d'amitié qui finissent par se tisser, des rapports de confiance qui n'existent pas avec une canne. Et Émilie, si vous voulez nous dire quelques mots. Pour moi, c'est plus que des rapports d'amitié. C'est beaucoup plus que ça. Et moi, Raya, elle est
côté de moi tout le temps, elle vient partout avec moi, elle m'accompagne, c'est vraiment un prolongement de moi-même. On dit souvent les chiens guides, c'est nos yeux, mais c'est plus que nos yeux en fait. Donc une amitié, oui, mais c'est beaucoup plus fort qu'une amitié. Enfin, c'est complètement différent. Et entre le choix entre la canne et le chien, c'est 2 choix différents parce que d'abord la canne, on n'a pas besoin de la sortir 3 fois par jour. Donc c'est vrai que pour certains, ça aide. Mais la canne, on n'a pas la même marche en fait avec une canne blanche et avec un chien. La canne, c'est une marche plus saccadée. Le chien, moi, ça m'a permis de retrouver ma marche que de la période où j'étais voyante en fait. Une marche où on louvoie autour des obstacles, alors que la canne, elle nous emmène vers les obstacles à chaque fois. Donc c'est pas pareil. Est-ce que vous sentez que dans le regard des autres, mettons dans le bus ou ailleurs, ils vous regardent différemment si c'est la canne ou si c'est un chien ou pas? Moi, dans mon environnement, quand la canne blanche est arrivée dans ma vie, j'avais 40 ans. Je suis toujours maman de 3 enfants et j'amenais mes enfants à l'école. Et à l'époque, j'étais parent d'élèves, donc j'étais très investie dans le quartier. Les gens me connaissaient beaucoup, on me parlait beaucoup. Je savais quand je partais à l'école, mais je ne savais jamais quand j'allais rentrer à la maison. À partir du moment où la canne blanche est arrivée chez moi, les gens ont arrêté de me parler. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc la canne blanche, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça écartait, ça fait peur. En fait, les gens ont vraiment eu peur. J'ai eu l'impression un peu d'être pestiférée. Alors que maintenant que j'ai Raya, les gens qui eux-mêmes arrêtaient de venir me parler recommencent à venir me voir. Me dire, ça y est, Emilia, salut, t'es là, t'as un chien, t'as de la chance. Oui, enfin bon. Puis les chiens, surtout vis-à-vis des enfants, suscitent l'admiration, la tendresse. Ça facilite le contact. C'est un très très bon médiateur. C'est un très bon médiateur pour parler du handicap visuel. Et c'est vrai que les enfants viennent facilement venir voir le chien et les parents ont moins d'appréhension quand on croise dans la rue un enfant qui pose la question à sa maman de savoir qu'est-ce qu'on a, c'est quoi notre bâton blanc, notre canne blanche. Et les parents disent je te dirai plus tard. Et alors que le chien, c'est pas pareil. Ah ben non, mais c'est un chien guide, tu sais, c'est un chien intelligent. Et du coup, les gens abordent la notion du handicap d'une façon plus positive. En fait, on a l'impression que ça apporte. Finalement, c'est presque devenu cool d'être handicapé, d'avoir un handicap visuel, quoi. Alors, j'ai pas précisé en introduction, mais tous nos auditeurs ont bien compris que Raya et Sydney, c'est le nom de vos chiens, pour ça qu'ils n'ont pas répondu en direct au début de l'émission. Et parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que finalement la solitude peut être plus dure à supporter que le handicap lui-même? C'est souvent ce qu'on entend. Et qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Vous, ou Gwendal, je vous laisse répondre. Gwenaëlle, tu veux parler? Non, vas-y, toi. Moi, je trouve que oui. En tout cas, moi, pour ma part, je trouve que la solitude en tout cas, me semble plus difficile à supporter. Alors, j'avoue que j'ai la chance d'être entourée. Je suis mariée avec des enfants, donc j'ai largement de quoi faire autour de moi. Maintenant, quand les gens ont fini par disparaître de ma vue et de mon entourage parce qu'il y avait ma canne blanche, je me suis quand même sentie bien seule, en fait, face à mon handicap et face à ma situation. Moi, je trouve que oui, effectivement, la solitude, c'est vraiment compliqué. C'est difficile et c'est difficile d'aller vers les autres quand on se sent seul. On tourne un peu en rond. Le handicap, moi, ça m'empêche de rien, en fait. Au contraire, en plus, avec le chien guide, on rencontre plein de gens. Donc, du coup, je trouve ça presque plus facile. Ce que vous me disiez avant l'émission, vous êtes écoutante à SOS Amitié. Vous me disiez que les gens parlent à la fin de leurs problèmes de santé, mais d'abord de la solitude. Ils appellent pour un problème de solitude. Et au décours de la conversation, finalement, on découvre qu'ils ont qu'ils sont eux-mêmes en situation de handicap ou qu'ils ont d'autres difficultés, mais finalement, c'est pas pour ça qu'ils appellent. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la solitude. Alors, je suis très impressionné quand vous dites que les chiens guides aveugles peuvent comprendre 50 ordres différents. C'est énorme. Oui, effectivement, les chiens ont été éduqués pour répondre à une cinquantaine de consignes. Comme je disais tout à l'heure, c'est droite, gauche, tout droit, demi-tour, la porte, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les faire, et puis on peut même, je dirais, avec l'habitude d'en rajouter quelques-uns. Moi, je sais que j'ai rajouté le bus, j'ai rajouté l'ascenseur. Il n'y a pas de problème. Au bout de 3-4 fois, ça y est, c'était intégré et maintenant il me les donne en plus de ce qu'on lui a appris à l'école.
Alors moi, dans une vie antérieure, j'ai eu des setters irlandais, puis mon grand-père aussi. Il leur parlait en anglais parce qu'ils avaient été élevés en Angleterre. Alors je ne sais pas si les chiens guides d'aveugles en Angleterre, je suppose que c'est la même chose, mais enfin en langage anglais, je suppose. Ils sont habitués à entendre la langue des gens qui les entourent. Ouais. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai rajouté un mot en breton. Et quand j'arrive à quelques centaines de mètres de la maison, enfin, on va dire 200 mètres, au lieu de dire à la maison, je lui dis daguerre. Et il m'y emmène. Donc, j'aurais dû dire à Raya Deguemarmat et Kenavo tout à l'heure. Je ne sais pas si on lui a appris. Ouais, moi, non, en tout cas. Moi, j'ai pas appris le breton à Raya, même si je suis moi-même bretonne, mais je lui ai pas appris le breton, je dois l'avouer. Ouais. Il va falloir lui apprendre quelques mots de breton quand même. Hein. Je vais m'y mettre, promis. Parce qu'il paraît que Nantes est en Bretagne. Enfin, bon, je laisse les historiens se prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant, vraiment toutes les consignes qu'ils arrivent à comprendre. J'allais dire, pour vous taquiner un peu, des fois, il y a certains adolescents, s'ils pouvaient comprendre 50 consignes, on serait content. Bah moi, j'avoue que j'ai tendance à dire que Raya est souvent plus... Mes enfants vont me détester. Souvent plus obéissante que mes 3 enfants. Mes 3 ados à la maison. Raya obéit plus vite, en tout cas. C'est un peu ce que je voulais dire. Et si on parle de la procédure, je sais qu'il y a une procédure assez compliquée, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. De chiens qui sortent de l'école d'Angers. Alors je crois que ça passe devant un ophtalmo, après un psychologue, après un instructeur de locomotion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe ? Effectivement, lorsqu'on a pris contact avec l'école, parce qu'on souhaitait, avec l'école ou avec l'association, à ce moment-là, on réoriente la personne vers l'école. Il y a un premier contact qui est fait déjà pour... savoir si ça peut correspondre effectivement aux souhaits de la personne, si on peut y répondre. Et effectivement, pour pouvoir constituer un dossier de demande, il faut certaines formalités telles que d'abord le certificat médical d'un ophtalmo justifiant que la déficience visuelle de la personne est suffisamment importante pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un chien guide, à condition de répondre aux exigences qui suivent. Par exemple, après qu'on a... Alors c'est dans le désordre, mais il faut qu'on ait une évaluation en locomotion, donc la façon de se déplacer déjà en autonomie, puisque pour avoir un chien, il faut pouvoir se déplacer de façon autonome, alors à la canne, puisque le jour où on a un chien, mais que le chien... n'est pas disponible parce que malade, parce que fatigué ou toute autre raison, il faut qu'on puisse se débrouiller tout seul. À ce moment-là, on n'est pas coincé à la maison en disant non, le chien ne répond pas, n'est pas en forme, je reste à la maison. Non. Donc il faut déjà pouvoir se déplacer en autonomie. Ensuite, on a un bilan avec un psychologue à l'école. On a des tests en déplacement avec un chien qui est en démonstration à l'école pour cela. Ça prend un petit moment. Et puis après, effectivement, il y a tout un dossier, on va dire, administratif sur pourquoi on veut un chien, qu'est-ce qu'on veut en faire, et ainsi de suite, pour que cela passe devant une commission d'attribution. Yves, tu me corrigeras si je me trompe. Et après, effectivement, s'il y a validation, on est mis sur la liste d'attente. Justement, puisque pour une première demande, il faut à peu près 2 ans pour avoir un chien. Ça peut être très long. Enfin, ça peut être très long, puisque il faut trouver une adéquation entre les besoins et compétences du maître et les compétences d'un chien. Il faut que qu'on trouve un chien qui marche à la même vitesse que le maître, qui ait un caractère compatible. Si on veut un chien autonome ou au contraire pot de colle, ou si on veut un chien rapide ou lent, ça se trouve pas comme ça. C'est pas une pièce mécanique, c'est du vivant. Donc à partir de là, il faut trouver l'adéquation entre l'humain et le chien, et il faut du temps. Alors ça peut être plus rapide,
comme ça peut être beaucoup plus long. Moi, je rajouterais juste que, parce que quand moi j'ai fait la demande, ça a été, j'ai mis un petit moment aussi à faire la demande parce que on appelle ces chiens-là des chiens guides d'aveugles. Donc moi, dans ma tête, bêtement, je me disais, chien guide d'aveugle, il faut être aveugle. Et en fait, non, on peut avoir accès à avoir un chien guide, même si on est malvoyant. C'est vraiment ce que disait Gwenaëlle tout à l'heure. Il y a un certificat qui est rempli par notre ophtalmo. Et bien sûr, il faut pas être bienvoyant pour pouvoir en avoir un, mais malgré tout, même quelqu'un qui a quand même un résidu de vision, il a accès à ce chien-là. On parle de chiens guides d'aveugles, mais c'est l'ordre de 3/4 des chiens guides qui sont remis à des personnes qui ont un petit reliquat visuel. Ils ne sont pas forcément en cécité complète. On peut être très malvoyant, ce qui est mon cas. J'ai un petit reliquat visuel et j'ai pu bénéficier d'un chien guide. Vous pouvez quand même distinguer la lumière de l'obscurité. Oui, même un peu plus que ça. Mais bon, c'est pas de façon, on va dire, équivalente à quelqu'un qui n'a pas de déficience visuelle. En termes de dixième, je suis... Bon, à titre personnel, je suis entre 1 et 2 dixièmes. Bon, c'est pas... Je vois. Pour moi, je vois normalement. J'ai toujours vu comme ça. Mais comparativement à quelqu'un d'autre, c'est pas le cas. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Mon Handicap si on en parlait et que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui des membres de l'association Chiens Guides d'Aveugles de Loire-Atlantique, Émilie, Gwenaëlle et Yves-Lise. Alors je sais qu'il y a une trentaine de chiens qui sortent de l'école d'Angers, les demandes sont beaucoup plus importantes. Alors, est-ce que souvent on voit des labradors ? Pourquoi le labrador ? Est-ce qu'il a des caractéristiques spéciales qui le prédisposent à cette fonction ? Alors, le labrador, déjà, il a une bonne tête. Et donc, c'est tout simple, mais au moins, il ne bloque pas la communication, il ne fait pas peur par rapport au public. La deuxième chose, c'est un chien qui est très proche des humains. Il adore tout le monde, de toute façon. Donc c'est aussi beaucoup plus facile. Et la troisième essentielle, il est très gourmand. Et donc quand il fait bien les choses, il a une récompense et ça motive énormément. Sinon, on a un peu de Golden Retriever qui fait aussi la bonne tête, gourmand, etc. Il est un petit peu plus possessif. Globalement, ça se ressemble fortement. Et parfois, ils font des croisements entre les deux pour avoir les qualités des uns et des autres. Et à la marge, sur demande souvent, il y a du berger allemand. Ah oui, du berger allemand. Il y a certaines personnes qui aiment le chien, soit qui n'ont pas envie d'un chien qui a une trop bonne tête, parce que le nombre de fois où on ne leur laisse pas la place dans le bus, au bout d'un certain temps, on met un chien qui dérange un peu. Oui, je comprends. Et Émilie et Gwenaëlle, vous, c'est des labradors. C'était votre choix ou l'école d'Angers n'a que des labradors comment ça se passe concrètement Moi, c'était pas mon choix. J'avais dit que peu m'importait, mais en même temps, j'étais pas très exigeante parce que je savais que 2 ans d'attente, je savais que plus j'étais exigeante et plus ce serait long. Malgré tout, je trouve que j'avais quand même un petit penchant pour le labrador parce que c'est vrai que quand on a besoin d'aide, quand on est accompagné d'un berger allemand, c'est vrai que les gens ont moins tendance à s'approcher de nous et à nous aider. Quand je suis à Super U et que je veux, pas en grande surface, et que je veux peser mes légumes, c'est vrai que si je veux que la petite dame d'à côté m'aide, si j'ai un chien qui a l'air... Donc, Et puis pour ce qui me concerne... peu importait le type de chien. Moi, ce que je lui demandais, c'était, on va dire, un caractère et une façon de se comporter. Après, que ce soit un labrador, un golden ou autre. La preuve, le mien, c'est un croisement entre un labrador et un flat coat. Bon, voilà, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que la communion entre le guide et le chien, est-ce qu'on peut l'apparenter à la communion entre le cavalier et son cheval ou ça n'a rien à voir ? Moi, je trouve pas. Alors, moi, je trouve que c'est pas la même relation. J'ai fait de l'équitation et
C'est vrai que le cheval nous guide, mais il nous guide pas pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, souvent, le cheval, quand on lui demande de nous guider, c'est pour faire un parcours d'obstacles. Ou pour quelque chose. Alors que là, le chien, c'est un vrai compagnon de vie, en fait. C'est très difficile à expliquer, mais il nous guide dans tous les actes de la vie quotidienne. Il vit au quotidien avec nous. On s'en passe pas du tout, quoi. Et quand on a un chien guide, la relation qu'on a avec notre chien guide, c'est plus parce qu'il nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Alors que le cheval, quand on lui demande de nous guider, cette communion, c'est plus parce qu'on veut faire un saut d'obstacle ou on veut faire quelque chose de particulier, quoi. Il y a des relations qui sont fortes, mais ça n'a pas la même finalité qu'avec un chien. Oui, mais remarquez, quand vous avez le chien, vous dites parcours d'obstacle, s'il fait tous les jours le même trajet pour aller à votre bureau, il connaîtra par cœur où est le feu rouge, où est tel plot. Mais il peut y avoir aussi des travaux qui découvrent tout d'un coup. Et comment ça se passe là? Il gère. Ouais, il gère. Il voit les travaux et donc du coup, avec la position qu'il a, la position qu'il prend vis-à-vis de nous, en fait, il nous fait comprendre que sur le trottoir, il y a un nouvel obstacle. Ouais. Il adapte. C'est ça la différence en fait. Le chien, en fait, c'est lui qui va nous emmener éviter les obstacles ou qui va nous expliquer comment est-ce qu'on va contourner un obstacle, etc. Le cheval, ce sera pas pareil. Le cheval, c'est nous qui allons lui dire tu vas tout droit et là tu sautes cet obstacle. C'est le cavalier qui donne l'ordre. Ouais. Là, le chien, bien sûr que c'est nous qui allons donner l'ordre. C'est toujours nous qui avons la décision finale, comme disait Gwenaëlle tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est quand même sur un trottoir, c'est le chien qui va décider s'il doit descendre du trottoir pour contourner l'obstacle ou s'il peut passer un peu plus sur la droite. C'est pas pareil. Alors, les labradors, il me semble qu'ils font ça pendant 8-10 ans maximum, parce qu'après, ils ont mis trop de concentration, ou comment ça se passe exactement? Je dirais que c'est plus qu'après, ils ont le droit à leur retraite, comme nous. Donc, ils ne sont pas obligatoirement épuisés, loin de là, mais on considère qu'au bout de 10 ans, ils ont un organisme qui est plus vieux, tout simplement, et que ça demande un minimum de concentration et de physique. Donc, on estime et on vérifie son état de santé à partir de ses 8 ans pour savoir si c'est 10 ou éventuellement 12. Parce que 2-3 heures de guidage par jour, c'est énorme. Il ne peut pas faire plus, c'est ça demande trop de concentration. Il ne pourrait pas faire 5 heures de guidage par jour. Ah non, un chien, en fait, quand on lui met le harnais, il rentre dans sa bulle de concentration et il est, comme on dit maintenant, avec un terme franglais que je n'aime pas, il est focus sur sa mission. Et à ce moment-là, il est vraiment hyper concentré. C'est pour ça que quand on croise des gens dans la rue, on ne souhaite qu'ils ne caressent pas le chien comme ça d'eux-mêmes sans nous demander, parce que je suis une digression, mais c'est comme si vous, en travaillant en étant concentré sur votre mission, les collègues passant à côté, vous passez la main dans les cheveux, je suis pas sûr que vous apprécieriez beaucoup. Donc c'est un peu ça, et c'est vrai que un chien, quand il est concentré vraiment sur ce qu'il est à faire, vraiment c'est une charge mentale. C'est vraiment le terme, vraiment quand il a travaillé donc 2 heures voire 3 heures maximum. Après, il dort, il est vraiment, crevé. Il est vraiment crevé, quoi. Il carpette, quoi. Il ronfle et il récupère. Hein. Parce que là, il n'y a qu'à voir, par exemple, dans le studio, nos chiens, alors il y a Sydney et Raya qui sont avec leur harnais. Là, ils ne bougent pas actuellement. On a l'impression qu'ils sont en train de dormir. En fait, pas tant que ça, ils sont quand même vachement à l'affût. Si jamais Gwen ou moi, on donne un ordre à nos chiens, le chien, il se lèvera tout de suite. Donc, en fait, ils ne dorment pas. Ils sont vraiment à l'affût de nous parce qu'on n'a pas enlevé les harnais. Donc là, même si on a l'impression qu'ils sont au repos, en fait, ils bossent quand même. Tant qu'ils ont le harnais, ils savent qu'ils travaillent. Et même Argos qui est là, le petit qui est en famille d'accueil avec Yvelise, même lui, il est en train d'apprendre ça, justement. Là, il est en train d'apprendre que il doit rester calme et il doit être attentif à tout ce qu'on peut lui dire.
Parce que pour le chien, ça doit être frustrant quand même. S'il sent des bonnes odeurs sur le parcours, s'il voit un morceau de viande, il sait qu'il ne doit pas s'arrêter, il continue à se concentrer. Il y a un peu de frustration, j'imagine. On nous apprend, quand on est famille d'accueil, un des mots assez fréquents, c'est vous lui apprenez à gérer sa frustration. Ouais. Et on faisait le parallèle tout à l'heure avec les enfants. Ouais. On ne se jette pas sur le bol de cacahuètes ou le paquet de bonbons. On gère sa frustration. C'est frustrant, mais ça se gère. Et du coup, ils finissent par l'apprendre et ça devient naturel après. On a appris à dire bonjour, à dire au revoir et à dire merci. Ça devient naturel, heureusement, même si au début, c'était une frustration. Donc Argos, il a sa balise, il la suit. Exactement. Et tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Parce que je ne sais pas quel âge ont Raya et Sydney, mais au bout de 8-10 ans, vous devrez en changer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même à ce moment-là, vous avez mis quand même une bonne dose d'affection avec votre guide? J'imagine qu'en changer, ça doit être un peu difficile au niveau émotionnel. C'est plus qu'une bonne dose. Hein. Ouais. Ça va bien au-delà. Moi, Ouais. Raya, elle a 5 ans. Ouais. Et Raya, elle a été en plus blessée. Donc, je ne sais pas si elle pourra travailler jusqu'à ses 10 ans ou pas. Maintenant, après, je pense que c'est aussi des réflexions qu'on a entre... chacun, c'est un peu... chaque déficient visuel a sa position un petit peu particulière. Moi, comme je le disais, je suis en famille. Raya, c'est aussi notre chien de famille. C'est mon chien guide, mais c'est aussi un chien de famille pour mes enfants et mon mari. Ouais. Donc, quand elle sera mise à la retraite, on la gardera jusqu'au bout. Et puis, effectivement, moi, je reprendrai la canne un sacré moment avant de refaire une nouvelle demande de chien guide. Mais ça, c'est ma décision et c'est mon choix. D'autres ne font pas ce choix-là, mais aussi parce qu'ils ont ils ont d'autres besoins ou d'autres difficultés que moi, je n'ai pas forcément. Écoutez, on arrive en fin d'émission. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup, Émilie Guenal et Yves Lise. Et à bientôt et toujours fidèle.